Bonjour et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous propose donc aujourd'hui les sorties de juin 2025. Il ne faut pas que je me trompe dans les mois. Et j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Enfin, en tout cas, il y en avait un petit peu moins quand je suis allée faire mes recherches. Mais après, je vous promets pas que la vidéo va être plus courte que d'habitude. Donc du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec le premier titre qui sortira le 4 juin aux éditions Critiques. C'est Clones et Prophètes de Laurent Genefort. Là, on va suivre l'histoire de plusieurs hommes, dont deux en particulier qui, voilà, on est dans l'espace. Et l'un de ces hommes est une sorte de médiateur qui s'occupe de réguler la paix sans violence, hein, réguler la paix dans certaines planètes colonisées par les humains, avec l'aide de son fils. Il est vu comme une sorte de prophète, d'autant que son fils peut accomplir des miracles. Alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par miracle, c'est assez mystérieux. Et on va suivre un autre homme qui, lui, essaie de mettre un personnage un petit peu louche au pouvoir voilà, sur certaines planètes. Voilà, ils sont décrits tous les deux comme des mercenaires. Voilà, on va être, je pense, peut-être dans un planète opéra avec pas mal de machinations et de complots. Bon, c'est critique, je vous avoue qu'à chaque fois, les parutions de critiques me tentent et j'ai toujours envie d'y aller. Et on enchaîne toujours le 4 juin, vous allez voir, il y a beaucoup de sorties au mois de juin avec le tome 3 des Royaumes Ardents de Tasha Suri, bon, qui est toujours dans un embroché collector. Alors j'ai toujours le 1 dans ma palle qui est pas embroché collector, en relié collector. J'ai toujours le premier, enfin les deux premiers qui sont dans ma palle. Alors le premier, il le vendait à la fois en relié, très rose, très flashy, et en brochet. J'avais pris le brochet. Pour le second tome, malheureusement, il ne proposait plus que le relié collector. Pour l'instant, je ne les ai pas encore lus, donc je vous avoue que je vais attendre, je ne vais pas me précipiter. Je le mets là à titre informatif, mais d'autant que le tome 1 vient de sortir en poche si vous voulez voilà, vous lancer dans cette série. Mais clairement, moi, je vais attendre quand même de commencer pour voir si ça me plaît vraiment. Le 4 juin aussi sortira chez Brazzolone dans leur catégorie Big Bang Curiostas le tome 2. Je n'ai pas encore lu le tome 1, j'ai reçu le tome 2 en service presse. Du coup, je me suis empressée d'aller acheter le tome 1 que je compte lire très bientôt. C'est de Pascal Lasselle. Voilà. Le tome 2, c'est D'autres cieux mystérieux. Donc, vous voyez la beauté du livre. Et je me rappelle que quand ils ont sorti le tome 1, il est vraiment très beau. Ils ont sorti le tome 1, il y avait deux versions collector en fait. Et quand vous l'achetiez, vous ne savez pas quelle version collector vous alliez avoir. Alors moi, je l'ai acheté en brochet tout simple, le tome 1, mais je vous avoue que maintenant, je suis en train de me dire si j'avais su. Mais je vais d'abord lire le tome 1 en brochet, voir si ça me plaît. Et puis après, voilà, je verrai si est-ce que je me le rachète en relié collector. On en trouve sur Vinted d'occasion, donc pourquoi pas. Bon, je ne vais pas vous relire l'histoire parce que je ne veux pas me spoiler, parce que c'est des livres que je vais lire très bientôt, donc voilà. Mais en tout cas, je sais que certains d'entre vous m'ont dit en commentaire que c'était pas mal du tout, donc ça fait un moment que j'ai envie de me lancer, bon, du coup ça va être l'occasion. Le 4 juin aussi sortira chez Big Bang le tome 1 du cycle d'Aurélien Fireborn de Rosaria Mundi, pardon, où là on va suivre une jeune fille et un jeune homme. Enfin, quand ils ont été enfants, ils ont connu une révolution qui a bouleversé leur monde. Alors elle est issue d'un milieu très pauvre, donc de toute façon, quand il y a une révolution, c'est toujours les plus pauvres et le peuple qui en fait un petit peu les frais. Lui, par contre, est issu d'une famille aristocratique et il a vu toute sa famille se faire assassiner. Donc, ils se sont retrouvés tous les deux dans le même orphelinat. Bon, à voir, je suppose qu'il va y avoir d'autres intrigues après. Je ne sais pas s'il y a des dragons, parce qu'on voit des dragons sur la couverture. J'avoue, je ne me souviens pas si Bragelonne l'a proposé en service presse, celui-ci. Je suis pas sûre. Il ne propose pas forcément tous les Big Bang. Je sais pas. Donc pour l'instant, j'attends, mais je ne suis pas certaine du tout. En tout cas, bon, le pitch a l'air quand même pas mal. Alors celui-ci, je l'ai mis parce que pour moi, ça fait un petit peu suspense policier, roman psychologique. Mais je me demande s'il n'y aura pas une touche de fantastique. C'est L'Enfant de Neige de Éowyn Ivey qui va sortir aux éditions Totem, qui est la branche poche de Gallmeister. Donc à prix beaucoup plus abordable. Et le pitch me tentait beaucoup, parce qu'on va suivre Mabel et Jack qui viennent de perdre leur bébé, et ils décident de tout plaquer pour aller s'installer dans un coin perdu d'Alaska. Je pense qu'en Alaska, il y a énormément de coins perdus. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué malgré tout, jusqu'au jour où une petite fille apparaît devant leur cabane, accompagnée d'un renard roux.
Voilà, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si on va aller vers quelque chose de fantastique. Je pense que ça va être très psychologique parce que voilà, on va parler de deuil d'enfant, d'un couple qui essaie de se reconstruire, puis cette petite fille providentielle qui apparaît. Voilà, donc, en tout cas, voilà, le pitch me plaisait bien. Ça reste à prix abordable en poche, donc ouais, pourquoi pas. À voir, j'attendrai peut-être les premiers retours, mais ou je mettrai dans ma wishlist, mais je me dis pourquoi pas. Le 4 juin sortira chez Naos Maudit soit le printemps de Céline Chevet. Alors ce livre a d'abord été édité aux éditions du Chat Noir sous le titre La fille qui tressait les nuages. Nous sommes au Japon, on va suivre plusieurs lycéens, 2 garçons, 2 filles, et notamment on va suivre Julian, je pense, c'est ça, oui, Julian. Alors si je me souviens bien, il est peut-être américano ou franco-japonais, je ne sais plus. Je l'ai lu, mais il y a un moment déjà. Et il a tout un pan de son histoire qu'il a oublié concernant voilà, deux autres personnages qui sont frères et sœurs. Il y a toute une partie qu'il a oubliée. Il va essayer de se rappeler, aidé par son ami d'enfance, aidé par deux autres filles de son lycée. C'était assez spécial hein, comme roman. Alors, je sais pas, il y a un truc, est-ce que... Bah, moi, il y a un truc que bon, j'ai compris tout de suite, je sais pas si c'était fait exprès ou pas dans le roman, mais que j'avais compris tout de suite. La fin m'a un peu... est assez terrifiante, je trouve. Voilà, ouais, ça m'avait terrifiée. Je vais pas vous en dire trop, parce que là, il n'est pas encore, il est pas encore sorti, mais voilà, c'était assez terrifiant. La couverture est très très belle, elle a bien été retravaillée. Voilà. En tout cas, je vous le conseille parce que c'est vrai que c'est un roman qui sort des sentiers battus, qui est décalé, qui est voilà, dans une atmosphère du Japon avec des secrets de famille. Céline Chevet, je crois qu'elle a vécu plusieurs années au Japon d'ailleurs. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un de très fan du Japon, mais c'était, je m'en souviens, comme d'un beau roman, même s'il y a certaines choses que j'avais vues, et même si la fin m'a... Waouh. Voilà, je peux pas vous en dire trop, je vais pas vous spoiler, mais waouh, ça a été dur la fin, ça a été dur. Mais, voilà, mais en tout cas, je vous le conseille pour une lecture voilà, qui change de ce qu'on lit habituellement. Le 4 juin sort aussi aux éditions Mnemos Les Itinérants, les Bulldogs de Francesco Verso. Alors apparemment c'est le roman phare du phénomène solarpunk, c'est italien. Alors solarpunk, bah, c'est un peu, alors je sais plus comment on appelait ça, ou plutôt de la cosy science-fiction, cosy SF, je sais plus. En bref, c'est tout le mouvement, par exemple, enfin la plus connue c'est Becky Chambers, même si apparemment elle n'est pas à l'origine du mouvement et des débuts du solarpunk, mais voilà, on est vraiment dans une SF normalement plus optimiste. Là voilà, on est à l'aube de l'effondrement de la civilisation occidentale et un groupe connu sous le nom de Bulldogs voit son existence bouleversée par une avancée révolutionnaire, les nanites, de minuscules robots capables de manipuler la matière à l'état moléculaire. Donc il n'y a plus de contraintes alimentaires, on peut créer des objets, des ressources à volonté. Il y a cloud computing, je ne sais pas ce que c'est, enfin, le cloud, je vois ce que c'est, mais bon, je suppose que c'est la même chose. Donc les Bulldogs, ce groupe, choisissent une voie qui semble à la fois utopique et archaïque, revenir à l'essentiel, retrouver un équilibre. Bon, j'ai hâte de le lire parce que Becky Chambers, je n'ai toujours pas eu le temps de la lire et j'aimerais beaucoup le lire. En tout cas, ça me permettra de découvrir ce mouvement solarpunk que je ne connais absolument pas. Je connais que de nom, mais j'en ai jamais lu, donc ça va être l'occasion. Le 4 juin aussi va sortir le tome 1 de Air of Storms, La fille des tempêtes. Alors c'est de Laurine Hamilton Murray. C'est aux éditions Milan. J'allais dire Rajo, mais non, c'est Milan. Qui se mettent aussi apparemment la fantasy young adulte. Alors là, c'est quand même noté que c'est une romantasy. On va suivre Blaze, qui est une jeune femme qui est une chanteuse de pluie, c'est-à-dire qu'elle est capable de déclencher des tempêtes. Et elle et son frère jumeau sont sélectionnés pour passer des épreuves pour devenir les futurs dirigeants de l'Empire. Voilà, donc je pense qu'on va avoir des choses avec, avec des épreuves. Voilà, avec à qui je peux faire confiance, à qui je peux pas faire confiance. Et puis évidemment, c'est marqué romantasy. Alors je ne sais pas quel va être le love interest, mais en tout cas, il y en aura certainement un. Ça me tentait. J'avoue qu'à le relire comme ça, je me dis, j'ai peur de retomber dans une énième histoire de romantasy, young adulte. Je sais pas trop, c'est pareil, je pense que je vais attendre les premiers retours.
Et le 4 juin aussi sortira aux éditions HSL, L'homme sans nom, Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard. Celui-là, je l'attendais depuis un moment. J'avais beaucoup aimé, c'est elle qui avait écrit Paternoster et Carne. Carne, je ne l'ai pas lu. Paternoster, j'avais adoré parce qu'on y parle vraiment voilà, de la condition féminine, du regard de la société. Enfin, c'était vraiment très intéressant. On ne peut pas rester, je pense, insensible devant cette lecture. À un moment ou à un autre, je pense qu'on se retrouve dans l'héroïne qui s'appelle Dana, je crois. J'ai même retenu son prénom, si je dis pas de bêtises. C'est vous dire à quel point ça m'a marqué. J'ai vraiment adoré. J'avais pu discuter un petit peu avec l'autrice lors des Aliénales il y a 2-3 ans. C'était vachement intéressant. Je vous conseille d'aller voir son compte Bookstagram. C'est à mourir de rire parce qu'elle fait des sketchs en fait. Et franchement, moi je suis pliée quand elle fait ses sketchs. J'adore. Et voilà. Et puis les éditions. Bah, là, je l'ai reçu parce que je suis en partenariat avec eux. Voilà. Donc, vous avez un beau jaspage à chaque fois. Je vais quand même vous raconter l'histoire hein, parce que c'est un peu le but. On est dans un petit village. Alors, déjà, le nom, ça va être facile à dire. Schwunsheim. Voilà, au fin fond d'une vallée reculée, Astrid, 17 ans, il prend soin de son aïeul à la santé déclinante et de sa petite sœur Ingrid. Alors, comme elles ont du mal à joindre les deux bouts, en plus de leur activité fermière, elles fabriquent des remèdes à base de plantes. Donc, bien vite, elles sont soupçonnées d'être des sorcières. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la couverture, on voit ces jeunes femmes dans l'eau. Il y avait un très bel autocollant avec. Et alors, je sais pas si ça va être un young adulte parce que justement, l'autrice, elle a fait une très belle dédicace. Donc, je suis super contente. Et c'est noté, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, point d'interrogation. Non. Voilà, je pense qu'elle veut sortir justement des sentiers battus, des choses qu'on peut lire habituellement dans ce genre. Du coup, j'ai très hâte parce que franchement, bon, Carne, déjà, ouais, c'est des gens qui se nourrissent d'humains, hein, en fait. Hein, vous les trouvez, vous trouvez votre côtelette d'humain dans les supermarchés. Paternoster, voilà, on a vraiment ce regard le poids de la société sur la femme avec un côté un peu fantastique qui vous fait douter complètement de plein de choses. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce roman. De toute façon, je vais pas tarder à le lire puisqu'il sort le 4 juin. C'est un service presse. De toute façon, j'ai très envie de le lire, donc je vais pas tarder à le dégommer. Et je vous en parlerai bientôt du coup. Aux éditions Babel sortira aussi le 4 juin L'oiseau de pluie de Roby Arnaud. Alors c'est pareil. Je pense qu'on est dans le roman peut-être de réalisme fantastique. Je ne sais pas jusqu'où va pousser le fantastique. On parle d'un oiseau qui ferait la pluie et le beau temps. Et Reine l'aurait aperçu quand elle était enfant. Elle vit depuis 40 ans recluse dans des montagnes depuis qu'il y a eu un coup d'État dans son pays. On ne sait pas quel pays déjà. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment dans une partie assez imaginaire, dans un monde quand même qui pourrait ressembler à la réalité mais qui est imaginaire. Et puis un jour débarque un groupe de soldats et elle comprend qu'ils sont là pour chercher ce fameux oiseau de pluie et elle décide de le défendre à tout prix. Donc je l'ai choisi parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être quelque chose de très poétique en même temps. Et puis ça va être peut-être une ode à la résistance justement face à ces soldats, au fascisme. Bon, voilà. J'imagine tout ça, je sais pas si on va aller par là. Mais en tout cas, c'est un petit peu ce que j'imagine. Et du coup, j'avoue qu'il me tentait bien. En plus, bon bah voilà, c'est en poche. Encore une fois, c'est plus abordable. De Rennes, nous allons passer à Rannes avec La volonté de Rannes qui sort aux éditions Gallmeister. C'est de Peter Frederick Jensen. Voilà, donc là c'est du grand format, donc bon, voilà, c'est tout de suite 24,50 € parce que c'est Gallmeister. On est en 1872 et le Danemark est complètement ravagé par un raz-de-marée. Il reste plus qu'une île en fait qui a échappé à ce raz-de-marée sur laquelle vit un vieil homme. C'est Roa, je crois, c'est ça, vieil homme. Oui, c'est ça. Un vieil homme, du coup, réchappe grâce à cette île. Mais il va aussi trouver une boîte dans laquelle se trouve une petite fille. Donc, il va s'occuper d'elle, l'aider à grandir. Et puis, bon, malheureusement, pendant que voilà, il s'occupe de la petite fille qui grandit, autour de lui, les hommes ont reconstruit en quelque sorte le pays. Voilà, on va parler de progrès, mais progrès à quel prix? Et puis pour eux, à un moment, bah, cette île, elle les gêne, quoi. Elle les gêne, je pense, pour leur construction, mais voilà, je pense qu'on va parler aussi, le texte sous-jacent, ça va être l'écologie, je pense. Effectivement, on va détruire une île, la seule rescapée. Alors déjà, on a un raz-de-marée sur le Danemark. Bon, bah,
Je sais pas s'il y a vraiment eu ça dans le sud du Danemark en 1872. Pour moi, c'était du fantastique, mais j'avoue que je suis pas allée vérifier. Bah, en tout cas, bah, je pense pas parce qu'après, on parle de progrès, on parle de reconstruction. Je sais pas, ça me paraît, j'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose de fantastique et d'imaginé. J'irais peut-être vérifier quand même s'il y a eu un raz-de-marée en 1872 au Danemark. Pour moi, j'étais partie sur quelque chose de fantastique. Le texte m'intéresse beaucoup. J'avoue que là, vu le prix du livre, c'est pareil, je vais attendre les premiers retours. J'attendrai peut-être qu'il sorte en poche, voilà, ou le trouver d'occasion, puis voir un petit peu si ça va vraiment faire quelque chose de fantastique et, voilà, et peut-être d'écologique aussi. Toujours le 4 juin, on va rester un petit peu dans cette idée de, voilà, de progrès, d'écologie, avec l'archipel de béton aux éditions Sarbacane. Alors c'est de DJ d'un Belmont. Là, nous sommes dans le futur. On va suivre Aminata Dubois, qui est une jeune novice, donc qui vit à l'abri dans un monastère. Sauf que nous sommes dans le futur, que apparemment, voilà, on a tout simplement, je vais vous dire, 5 atomes, comme un atome, quoi, nucléaire. Enfin voilà, c'est leur nouveau dieu apparemment. Donc les gens apparemment ne vivent qu'autour de ça. Elle vit voilà, dans une enceinte. C'est un monastère, en fait, c'est une enceinte protégée. Voilà, qui est à la fois une enceinte, je pense, nucléaire ou électrique, je ne sais pas trop. En tout cas, elle se sent très à l'abri là-dedans. Voilà, c'est un monde très particulier quand même qui nous est décrit. Et puis on l'envoie en mission, c'est-à-dire qu'elle doit aller chercher des cartes numériques en bon état pour vérifier que la centrale, alors c'est marqué centrale électrique. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était voilà, nucléaire, mais là on parle de centrale électrique pour savoir si cette centrale est capable de poursuivre sa mission. Voilà, donc j'en sais pas plus, je suppose que durant son voyage, elle va faire des rencontres peut-être un peu particulières qui vont peut-être lui montrer autre chose qu'effectivement que cet archipel de béton. Et voilà, j'imagine ça un petit peu comme un voyage initiatique, mais dans un futur où effectivement, bah, voilà, c'est la fée électricité, c'est le nucléaire, et le reste ne compte plus, et notamment la nature. Le sujet avait l'air pas mal. Pareil, je regarderai les premiers avis, je me renseignerai, mais c'est vrai que je trouve que le résumé est vraiment tentant. Cette fois, nous passons au 5 juin avec GT Arsène Lupin, Gentleman Espion. Alors, c'est de Arthur Ténor, c'est chez Scrinéo. Alors, je ne sais pas si c'est le même auteur que celui qui avait écrit GT Dracula le maudit, que j'ai dans ma palle, que j'ai pas encore lu. Là, évidemment, on va suivre notre célèbre gentleman cambrioleur avec une aventure inédite. On est en 1912 et en fait les services secrets français arrivent à piéger Arsène Lupin et l'obligent à espionner notamment du côté allemand. Alors évidemment on est en période de grande tension avec l'Allemagne et il doit notamment espionner et voler la machine du professeur Doublianski. Apparemment une machine, une invention assez terrible qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je ne sais pas laquelle, c'est assez mystérieux. Alors je me dis, si c'est lui qui a écrit Dracula, j'étais Dracula le maudit, j'ai peut-être d'abord essayé de lire celui-ci pour découvrir la plume de l'auteur, voir si ça me plaît. Arsène Lupin, c'est un personnage que j'adore. Quand j'étais, je ne sais plus si j'étais au lycée ou à la fac, je collectionnais toutes les anciennes éditions en livre de poche, je trouvais ça sur les brocantes. Et vu Arsène Lupin, et j'avais une passion pour Arsène Lupin, j'ai quasiment tout lu. Et j'en ai tellement lu que maintenant j'arrive plus à en lire un seul. Hein. J'en ai trop lu, mais j'avais vraiment une passion terrible pour Arsène Lupin. Donc du coup, bah, évidemment, quand je vois ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse forcément. Le 5 juin sortira chez PKJ le préquel de... Alors, ils meurent tous les deux à la fin. Alors, dans Ils meurent tous les deux à la fin, on est dans un monde dystopique où je crois que, comme il y a de la surpopulation, si je me souviens bien, des gens sont tirés au sort et ils vont mourir. Ils n'ont plus qu'une journée pour vivre et on va suivre un personnage qui, pendant justement ces 24 heures, va tomber amoureux. Et là, c'est un préquel, c'est le premier qui meurt à la fin, c'est pareil, qui sort en poche. On est toujours à New York et voilà, il y a toujours ce système, je pense, de mort. En tout cas, on va suivre Orion Pagan qui vit dans la crainte de mourir du coup et il s'inscrit, alors je ne sais pas si c'est un jeu, une application à Deathcast, voilà, pour cesser d'avoir peur. Enfin, je ne sais pas à quoi correspond cette application. Et en même temps, on va suivre Valentino Prince qui vient de s'installer à New York, prêt à mordre la vie à pleines dents. Ils se croisent à New York, à Times Square, pardon, c'est le coup de fou, mais les premiers appels de Deathcast commencent à tomber, bouleversant leur vie. L'un des deux a reçu le message. Donc je suppose que Deathcast, c'est
l'application qui vous tire au sort. Alors, pourquoi il s'y inscrit, je ne sais pas. Voilà, je l'avais déjà emprunté à la médiathèque, j'ai pas eu le temps de le lire, je l'ai rendu parce que j'avoue que ce système de, voilà, on tire au sort des gens, ça m'avait beaucoup travaillé et du coup je voulais voir ce que ça donnait. Alors c'est du young adulte, hein, mais je voulais voir ce que ça donnait, comment était mis en place ce système, même si je pense qu'il y a quand même une part assez importante laissée à la romance, mais bon voilà, je réessayerai un de ces quatre de les remprunter en médiathèque. Chez Pocket sortira aussi le 5 juin Tu n'aurais pas dû venir de Geneva Rose. Alors là, on retombe dans du policier. Le pitch m'attirait beaucoup, c'est pour ça que je l'ai mis ici. On va suivre Grace, qui est une New-Yorkaise complètement surmenée et qui décide de louer un Airbnb dans le Wyoming. C'est une ferme, donc là-bas, elle a un hôte en fait, hein, Calvin Wells, qui se trouve être un très bel homme. Voilà. Et apparemment, on a un début de romance, mais évidemment, vu que je viens de te dire que c'est du policier, ça va pas s'arrêter là. Grace, voilà, elle a effectivement apparemment des sentiments pour Calvin, sauf qu'elle se pose des questions, il n'y a pas de réseau, mais après tout on est au fin fond du Wyoming, donc c'est possible. Il y a une femme qui a disparu, donc elle se pose des questions, mais Calvin lui-même se pose aussi des questions sur Grace, en se demandant exactement pourquoi elle a quitté New York. Et voilà, est-ce que c'était vraiment juste par surmenage ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? Donc je pense qu'on va être dans une méfiance voilà, des deux côtés, de la part de chaque personnage. Voilà, je pense que ça promet des plot twists après avoir. Bon, encore une fois, c'est du poche, donc c'est vrai qu'on y va plus facilement, mais voilà, je vous l'ai mis ici parce que je trouvais que le pitch était pas mal du tout. Alors, celui-ci qui sort le 5 juin m'avait beaucoup interpellé, je le trouve assez mystérieux. Alors c'est pareil, ça va être du young adulte, je pense. C'est Quand l'éclair se figea de Aya Babunea aux éditions Solaire, que je ne connais pas du tout. On est en 2147 et on va suivre Julian, 18 ans, dont la grande passion, voilà, il ne vit pas vraiment dans la vie réelle. Sa grande passion, c'est jouer dans un jeu vidéo, Life 360, où vous pouvez interagir avec des personnes qui auraient existé il y a des années, des siècles de ça. Et notamment, il se promène en 2025 et là, il va tomber sur Naël, 17 ans. Mais il va pas pouvoir s'empêcher d'interagir avec elle, alors que normalement il n'a pas le droit, ce qui fait que Naël, de son côté, elle voit des choses bizarres, des objets qui bougent chez elle, et Julian finit par lui dire, bon tout ça c'est dit dans le pitch de départ, hein, je vous spoil rien, Naël va lui dire qu'elle est en fait un personnage imaginaire dans un jeu vidéo, voilà, et ils vont rentrer dans la vie de l'un de l'autre. Alors voilà, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que du coup Julian va se réveiller et se dire bah la vraie vie elle est quand même ailleurs dans les jeux vidéo? Est-ce que Naël est vraiment un personnage fictif ou est-ce qu'il plonge dans la vie de vrais personnages? Je me suis un petit peu posé la question aussi. En tout cas, ça m'intrigue. C'est une maison d'édition que je ne connais pas. Donc c'est pareil, je pense que je vais suivre cette sortie et essayer de voir les prochains retours. Le 5 juin sortira chez PAL, donc qui est la partie poche des éditions de Saxus, Saxo et Sabran, voilà, je vais y arriver. Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Guilliv, donc c'est le tome 1 du livre du roi, je pense que c'est comme ça, ou le livre du roi, tome 1, Une fenêtre sur les ténèbres. Moi je l'avais trouvé en brochet l'année dernière d'occasion, donc je l'ai déjà pris, je ne l'ai toujours pas lu, c'est pas grave. Je pense que le tome 2 est déjà sorti en grand format. C'est pareil, on est apparemment dans le futur, je ne sais pas si on est dans un monde imaginaire ou pas, mais on est dans le futur et il y a une brume voilà, qui apparaît dans ce monde. Et si vous êtes victime de cette brume, soit vous mourrez, soit vous en ressortez avec des dons extraordinaires. Mais ceux qui ont ces dons, encore une fois, sont chassés, sont poursuivis et on va suivre Espèce qui elle est une rescapée de la brume qui a donc des pouvoirs extraordinaires, mais qui jusqu'ici les cache. Mais apparemment, son destin va basculer quand elle rencontre Ravindif, qui est le neveu du roi. Donc je suppose qu'il va découvrir ses pouvoirs. Je ne sais pas si on va être sur une romantaisie. J'avais l'impression de quelque chose de plus sombre quand je l'avais acheté en grand format. À voir. Bon, encore une fois, voilà, il est sorti en poche. Si ça vous intéresse, c'est vrai que moi, j'avoue que maintenant, comme j'essaie d'acheter moins de reliés collector, notamment chez De Saxus, parce qu'ils ont beaucoup d'éditions entre De Saxus et Sabran, ça fait beaucoup. Je les mets en wishlist. Soit je les trouve en brochet d'occasion, soit je me dis, bon, celui-là, tu peux attendre qu'il sorte en poche, quoi. Voilà, j'essaie de repérer comme ça. Ça vaut le coup. Je trouve qu'ils font des sorties quand même, pareil, hein, ils font énormément de sorties poche, donc ça peut être intéressant. Je trouve que le système est pas mal du tout.
Voilà. Bon, en tout cas, celui-ci, je l'ai embroché. Je pense pas que je l'ai payé plus cher d'ailleurs, parce qu'il a été à 9,10 €. Mais je ne l'ai toujours pas lu, évidemment, comme d'habitude. Mais du coup, j'ai pas acheté non plus le tome 2 parce que je voudrais lire le tome 1 avant. Et là, on passe au tome 11 avec un des derniers Twisted Tales qui s'appelle Changer son destin de Farah Rochon. Alors, j'étais un petit peu étonnée parce qu'on va retrouver Mérida. Il y en avait déjà un qui était sorti sur Mérida. Et là, apparemment, le pitch de départ, c'est si Mérida avait bu le gâteau, non, avait mangé le gâteau de la sorcière. J'ai vu le dessin animé il y a très longtemps, si je me souviens bien, c'est le gâteau de la sorcière. C'est comme ça que la mère de Mérida devient une ours. Je sais pas. Le livre, encore une fois, est très beau. Il y a du jaspage et tout. Je sais pas s'il est en... Il est à 22 €. Il est peut-être pas en hardback, mais il y avait un beau jaspage. Il y avait un beau jaspage aussi sur le précédent avec Mérida. Voilà, j'ai pas lu le précédent. Je sais pas. J'avoue que c'est un personnage que j'aime beaucoup, Mérida. Donc, je sais pas. Je vais voir. J'ai pas lu le premier. Je veux pas que ça fasse non plus trop redite. D'ailleurs, il y en a un autre qui va sortir sur Sally. Bon, je ne sais plus si je vous ai dit, mais c'est aux éditions Hachette Rose. Bon, ça fait pareil. Sally, j'ai le précédent qui est sorti sur Sally. Non, il y en a deux qui sont sortis déjà sur Sally. Je sais pas si c'est Hachette Rose, je pense. Donc ça va faire 3. Je verrai bien. Voilà, je le mets là, mais je ne vais pas me précipiter dessus. Le 11 juin sortira aux éditions Bragelonne le tome 2 de la trilogie de la bibliothèque. Le livre qui brisa le monde de Marc Laurence. Alors, j'ai le tome 1 dans ma palle, toujours, qui m'attend dans cette superbe édition reliée collector, que je n'ai toujours pas lu. J'ai vu des retours, pas vraiment de super retours au début, hein, sur ce roman. Il paraît que c'est assez contemplatif. On est dans une bibliothèque, il y a des livres interdits, des livres dangereux. Je crois qu'on va suivre une jeune femme et un jeune homme qui vont... Enfin, elle est bibliothécaire et je ne sais plus très bien si elle part à la poursuite d'un livre. Je ne me souviens plus. Comme je compte le lire, bientôt, je ne veux pas trop me souvenir. J'aime bien aller aussi avec la surprise. Voilà, en tout cas, le tome 2 sort bientôt. Bon, à voir, parce que oui, j'ai vu des gens disaient que c'était très contemplatif, que ça manquait de rythme, d'aventure, de rebondissement. Alors moi, ça ne me déplaît pas forcément quand c'est contemplatif. Bon, à voir quand même si ça me plaît, et puis on verra après. Voilà. Peut-être que je ne tarderai pas non plus à vous faire un retour sur celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai vu annoncé à la fois pour le 11 juin et le 25 juin. Je ne sais pas exactement quand il sortira. En tout cas, ce sera au mois de juin. C'est une réédition, c'est L'Aube de la nuit, Thomas, Rupture dans le réel, première partie, émergence. Très long comme titre. C'est de Peter F. Hamilton, donc qui est quand même assez connu dans le monde de la SF, et c'est édité chez Bragelonne en édition poche. Enfin, c'est une réédition, hein. On est au début du XXe siècle, l'âge d'or de l'humanité est à portée de main. Des centaines de planètes colonisées s'étendent à travers la galaxie, abritant une multitude de cultures prospères et variées. D'immenses flottes de vaisseaux marchands sillonnent l'espace sous la protection des forces spatiales de la Confédération. Mais des différences irréductibles opposent encore les édénistes, adeptes de l'ingénierie génétique, télépathiquement liés à leurs vaisseaux vivants, et les adamistes, farouches partisans de l'héritage humain. Voilà. Mais apparemment, les deux factions vont devoir s'unir, car sur une planète primitive, la rencontre fortuite d'un criminel renégat et d'une entité extraterrestre déclenche un phénomène terrifiant. La rupture dans le réel, dont le souvenir hante depuis l'espace. Enfin, hante l'espace depuis qu'il y a eu cette rupture. Je l'ai demandé en service presse. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu, mais je ne sais pas du coup si sur le 11 et 25, Bragelonne, ils ne sont jamais très en avance pour leur envoi de service presse, hein, donc je m'en fais pas trop. Voilà. Mais bon, ça me tentait, et puis j'ai envie de lire plus de SF, donc évidemment, je ne pouvais pas passer à côté non plus. Toujours chez Bragelonne sortira le 11 juin, là aussi en poche, Les dieux de jade et d'ombre de Silvia Moreno Garcia, qui a écrit d'autres romans. Je me demande si elle n'a pas fait... C'est pas elle qui a fait Mexican Gothic, ou... Enfin, je suis pas sûre, je vous dis peut-être une grosse bêtise. C'est vendu comme un sombre conte de fées inspiré par le folklore mexicain. Oui, c'est ça, c'est elle qui a écrit Mexican Gothic, je ne me suis pas trompée. Qui hante toujours ma palle, d'ailleurs, Mexican Gothic. J'avoue que j'étais bien tentée, je crois que j'avais déjà emprunté une fois en médiathèque celui-là, parce que bah oui, un sombre conte de fées, moi ça m'attire, et puis en plus dans le folklore mexicain que je connais peu, bon bah ça m'attire de découvrir d'autres légendes des folklores, et on est dans les années 20, le Jazz Age bat son plein, donc bref on est en pleine émergence du jazz, et on va suivre Cassiopeia Dunn, qui n'a pas vraiment de temps à consacrer au jazz, puisqu'elle récure les sols de la maison de son richissime grand-père. Alors je ne sais pas comment ça se fait que sa petite fille récure les sols de la maison de son grand-père.
Est-ce que c'est une petite fille d'origine illégitime? J'avoue que je me pose la question parce que pour lui faire ou il veut peut-être lui apprendre la vie, je sais pas, mais je trouve ça un peu quand même, je trouve ça un petit peu dur, mais voilà, donc elle va se retrouver, prise dans, voilà, des événements assez fantastiques. Bon, j'avoue que alors par contre, je ne sais plus si je l'ai demandé en service presse, il m'a été proposé déjà, je me souviens plus. Je sais qu'en tout cas, je peux le demander à la médiathèque, je pense que je le lirai un jour, mais je ne sais pas quand. Et puis là, évidemment, on retourne, enfin 11 juin, Brajolon ressort des reliés collector du Sorceleur avec le tome 1, le dernier vœu. Alors, vous donnerai-je le nom de l'auteur du Sorceleur? Andrzej Sapkowski. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Voilà, alors The Witcher, je n'ai jamais lu les romans, je n'ai jamais vu la série puisque je n'ai pas Netflix. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler. J'avoue que j'étais très tentée pour les lire. Brajlon m'avait proposé les tomes. Alors, comme j'étais juste partenaire que cette année, ils étaient déjà au tome 3 et 4. Je me suis dit, je vais pas avoir le temps. On a les tomes, enfin, on a tous les tomes à la médiathèque. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est peut-être le moment de lire. Je me suis dit, je vais pas avoir le temps, donc je les ai pas demandés. Puis je me dis, bah, au pire, je les prendrai à la médiathèque parce que c'est vraiment une lecture que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de découvrir l'univers de ce fameux sorceleur. Alors, je sais que le premier livre, apparemment, c'est un recueil de nouvelles. Donc, c'est peut-être pas le plus intéressant, d'après ce que j'ai entendu voilà, sur les chroniques, mais que c'est plus intéressant après. Donc, je me dis, c'est l'occasion. Et puis, comment résister à un relié collector? Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Le 11 juin, les éditions Actes Sud de Jeunesse lancent leur collection épouvante pour jeunes adultes avec leur tout premier titre qui est Ce soir c'est Carnage de Antoine Pietri je sais plus ce que j'allais dire, j'ai perdu. Oui, voilà, là j'ai reçu les épreuves non corrigées. Ils m'ont proposé de les recevoir. Je ne l'ai pas encore lu pour le moment. Bon, j'ai pas tardé à le lire puisque je voudrais quand même faire ma chronique pour la sortie de leur premier volume. Et vous voyez derrière, dans l'autre sens, c'est le deuxième qui va sortir. Je pense qu'il va sortir en juin aussi. Il faut que je vérifie, mais il me semble. Alors ce soir, c'est Carnage. On va suivre 3 jeunes losers embrumés par les brumes de l'alcool et de pétards. Ils sont soupçonnés de plusieurs meurtres particulièrement horribles. Leur enquête pour se disculper les confronte à des êtres aussi invincibles que violents. S'agit-il de monstres, de membres d'une secte adepte de sacrifices humains? Je ne sais pas trop. Apparemment, il y a des effets gore, tensions horrifiques. Alors, je sais que Jodie des Livres de la Crypte l'a déjà lu. Elle a dit que c'était très bien pour un young adulte. Elle a dit que c'était très très bien. En plus, il va se lire tout seul. Hein, c'est écrit très large. Et puis, je vous dis que de l'autre côté, j'ai le début de l'autre roman. Voilà, j'ai hâte de le lire. J'aime beaucoup la couverture. Alors, attention, hein, c'est young adulte, mais vous voyez, on va parler de 3 lycéens qui boivent et qui fument, hein, donc, et pas des cigarettes. Hein. Donc, voilà, pas avant le lycée, hein, à mon avis. Voilà, mais je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, mais clairement, je pense que c'est pas à mettre entre les mains de collégiens ou de pré-ados. Ça va vraiment être lycéen et peut-être même ados, grands ados, on va dire. Mais je vous en reparlerai très bientôt. Le 12 juin sortira aux éditions Lumen le tout dernier roman de V.E. Schwab ou de Victoria Schwab, comme vous voulez, qui, je pense, est très attendu. Quand nos eaux retourneront à la terre. Alors, ils font une version brochée, une version reliée collector, une version brochée. Je ne sais plus quelle couverture je vous mettrai là, mais je trouve que les deux couvertures sont très belles. Et puis, je crois que le relié collector, j'ai plus le prix, mais je pense qu'on ne doit pas être loin des 28 € quand même. Bon, j'avoue que j'hésite un petit peu. On va être dans une réécriture du mythe vampirique. Alors, j'aime beaucoup les histoires de vampires, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu redondant. Je sais pas trop. On va suivre Alice qui pensait avoir un brillant avenir devant elle jusqu'au soir de sa mort après avoir passé une nuit avec une jeune femme mystérieuse. Elle est devenue une vampire. Et on est un siècle auparavant où Charlotte fait la connaissance de Sabine. Sabine va la transformer en vampire aussi. Alors je ne sais plus si c'est Charlotte ou Sabine qui va transformer Alice à notre époque en vampire. En tout cas, on va suivre le parcours de ces 3 jeunes femmes. Bon, peut-être si je vois des retours dithyrambiques, incroyables, superbes, ou parce que j'aime bien les mythes vampiriques, là j'ai peur que ça fasse un petit peu redite. J'ai lu qu'un seul roman, Galante de V.E. Schwab, que j'avais bien aimé, mais ça restait young adulte, il me manquait quelque chose pour aller vraiment profondément dans le gothique. J'étais un petit peu restée sur ma faim quand même.
Donc à voir. En tout cas, je dirais pas vers le relié collector qui est pour moi hors de prix. Mais pourquoi pas, voilà, il est en brochet, il est à 20 euros. À voir, encore une fois. On va pas se précipiter, on verra bien. Alors le suivant qui sortira aussi le 12 juin par contre me tente beaucoup comme la plupart des éditions, enfin des sorties de chez Gulfstream. C'est L'oiseau de feu de Karel Clara. Nous sommes dans une uchronie, alors nous sommes au 19e siècle, sauf que Napoléon a gardé, alors je pense pas que c'est le Napoléon Bonaparte, mais en tout cas ses descendants sont toujours au pouvoir puisqu'on en est à Napoléon IV, alors que dans la vraie histoire, on s'arrête à Napoléon III. Voilà, on est en 1898, donc Napoléon IV est toujours au pouvoir. Et on va suivre deux jeunes femmes aux origines sociales très différentes. L'une d'entre elles, ses parents tiennent une horlogerie. Son père est sauvagement attaqué. Sa mère disparaît. La police s'en fiche. Apparemment, ils sont pas assez haut placés dans la société pour avoir droit à une véritable enquête. Donc, elle décide d'enquêter elle-même. C'est une jeune fille, Lauriane, je n'ai pas dit son prénom, c'est Lauriane. Et sur son chemin, elle va rencontrer une jeune aristocrate, Agathe de Saint-Vigne, dont le frère serait mêlé à l'agression subie par ses parents. En même temps, on est... Napoléon IV doit abdiquer en faveur de sa petite fille, chose quand même assez rare. Il passerait le pouvoir à une jeune femme. Bon, ça... on se dit, je sais pas, ça paraît pas très net. Ça paraît trop beau pour être vrai. Voilà, encore une fois, Gulfstream a su taper dans mon cœur et j'ai très envie de découvrir ce roman. Le 12 juin paraîtra, pardon, chez... pardon, je suis désolée, je parle depuis un moment, c'est pour ça. Le 12 juin, donc, paraîtra chez Léa dans leur collection Magique, qui est leur collection de livres de poche, le tome 2 de L'ombre du savoir perdu, un écho du futur de James Islington. J'ai que le visuel du format broché pour le moment, mais j'avais reçu le tome 1 en service presse qui est ici, dont je vous avais parlé lors d'un vlog lecture. On est dans de l'heroic fantasy, on va suivre plusieurs personnages, dont un jeune homme et un homme d'une petite trentaine d'années, Davian et Kaeden, qui vont voir leur chemin se croiser. Davian fait partie des talentés. Alors il faut savoir que dans ce monde, les augures étaient des mages très puissants qui ont manifestement utilisé à mauvais escient leur pouvoir. Du coup, ils ont été renversés, massacrés, emprisonnés. Et leurs descendants s'appellent les talentés. Ils sont beaucoup moins puissants que leurs ascendants. Mais il y a toujours une très grande méfiance envers eux, voire carrément de l'intolérance, de la haine, qui peut aller très loin. Davian en a fait les frais d'ailleurs. Et généralement, les plus jeunes sont dans des écoles, ils sont là pour apprendre à maîtriser leurs dons. Alors il y a plein de règles qui leur empêchent d'utiliser leur magie. Quand ils sortent en ville, ils doivent porter une espèce de torque au niveau du bras qui fait que leur magie est complètement restreinte, ils ne peuvent pas s'en servir. Voilà, donc c'est assez compliqué. Et Davian, son gros problème, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler l'essence qui représente son pouvoir, et donc il risque d'être transformé en ombre. D'ailleurs, le roman s'ouvre sur la transformation d'un jeune homme en ombre. Je peux vous dire que c'est pas cool. Voilà, donc on craint un petit peu pour notre héros, et puis il va faire une rencontre inattendue, et bien sûr, vous vous doutez bien que ça ne va pas s'arrêter là. Alors pour un heroic fantasy, je trouvais qu'il était assez simple de rentrer dedans. Il n'y a pas trop de noms de personnages, pas trop de noms de lieux. Le worldbuilding va se dessiner petit à petit au fur et à mesure de la lecture. Après, il y a des personnages secondaires qui vont arriver, et c'est vrai que ça se complexifie tout petit peu plus sur la fin, parce qu'il va y avoir évidemment des secrets, des complots, des intrigues politiques, notamment il y a ce qu'on appelle le bord du monde, où un général et ses troupes auraient avancé jusque-là, auraient détruit tous les villages humains, et seuls les augures avaient réussi à l'arrêter, sauf que ce mur qu'ils ont construit est apparemment en train de s'effriter. Voilà, il y a tous ces mystères, il y a une espèce de ce qu'on appelle l'armée rouge, puisque les soldats portent des casques, on ne voit pas leurs yeux, on voit juste deux points rouges, qui commencent à massacrer la population. Il va y avoir la rencontre avec Kaeden, qui est un jeune homme qui est amnésique, qui se réveille couvert de sang. On ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il va y avoir aussi des passages assez étranges, impressionnants, où ils
vont se retrouver par exemple dans un espace de non-temps, non-lieu. Voilà, ils vont être quand même dans un lieu, mais où le temps s'est arrêté et qui se passe dans le passé. On va avoir aussi l'émergence de personnages voilà, dans leur futur, ils apparaissent à d'autres personnages. Enfin, voilà, c'était assez prenant. Alors, il y avait quelques petites longueurs. C'est assez introductif comme tome, mais c'est vrai que ça s'accélère sur la fin. Et j'ai quand même vraiment très envie de connaître la suite parce que je pense que là, ça posait des bases. Puis voilà, il y a des plot twists aussi à la fin qui sont très intéressants. Puis je pense que l'intrigue, voilà, les enjeux politiques et les intrigues de cours vont aussi avoir de plus en plus de place. Il y a voilà, une scène finale assez épique. Donc voilà, je ne sais pas si Léa va le proposer en service presse. Celui-ci, je l'avais en service presse. Mais, ou sinon, je l'achèterai parce que voilà, il est en poche. Voilà, c'est vraiment... je ne sais plus combien il coûte à la base, 11,90 €. Mais vous voyez, il y a 860 pages et c'est écrit quand même assez serré. Donc, il y a quand même de la matière. Ça vaut le coup. Et voilà, j'ai quand même très envie de connaître la suite. Le 12 juin sortira aux éditions Scrinéo La mémoire des chimères. Alors c'est de Céline Chevet justement. C'est pour ça que ça me tente parce que voilà, j'ai beaucoup aimé les derniers romans que j'ai lus de cette autrice dont voilà, Naos va ressortir Maudit soit le printemps, qui était d'abord la fille qui tressait des nuages. Là on est dans un monde fantastique. Je ne sais plus si si je vous ai dit le titre. C'est La mémoire des chimères. On va suivre Mosel et Héliope. Alors, ils essaient de survivre dans un monde où apparemment des monstres viennent attaquer régulièrement leur terre ou leur île. Comment c'est Mosel voilà, qui est pris dans une embuscade et qui sera sauvé par Héliope. Et tous les deux, ils décident de protéger leur monde, leur planète, j'allais dire. Leur monde, et notamment pour découvrir qui sont les mystérieux créateurs voilà, qui serait à l'origine de ces monstres et apparemment ils veulent aussi connaître leurs propres origines. Alors, il y a 3 personnages sur la couverture de roman, donc je ne sais pas qui est le 3e personnage. Je pense qu'il y a pas mal de mystères. Je pense qu'encore une fois que les choses ne vont pas être aussi simples qu'elles y paraissent. Voilà, c'est Céline Chevet. Donc je me dis pourquoi pas. Par contre, je vois 22,90 € le brochet. C'est du young adulte quoi. Bon, à voir. Pareil, encore une fois, je pense que je vais attendre un petit peu de voir les premiers retours sur ce roman. Je n'ai pas trouvé sa date de sortie, mais je sais qu'il va sortir là en juin puisque c'était annoncé. Moi, j'ai reçu la version limitée collector de Bibi au coffre, hein, qui est un abonnement en fait. Et tous les 3 mois, vous recevez un livre voilà, qui sera... Enfin, unique dans sa forme, puisque c'est sous forme de brochet collector, relié, hardback. Voilà, c'est tous les 3 mois. Alors, vous allez le retrouver en brochet normal dans la maison d'édition, mais voilà, en collector. Ceci dit, j'ai déjà vu des collectors de chez Bibliocoffre sur Vinted. Hein. Si vous êtes intéressé, il faut aller faire un tour d'ailleurs sur le site de Bibliocoffre. Il y a, je crois que les 3 livres qu'ils ont sortis, parce que c'est assez récent, puis c'est une fois tous les 3 mois. Ils sont encore, donc vous pouvez peut-être encore vous les procurer. Les 2 premiers, c'était aux éditions Plume Blanche. Et là, le dernier, ce sera aussi aux éditions Scrinéo. Alors moi, j'ai la version du coup collector. C'est Contrer les brumes, tome 1, Le guet de mort de Léa Muna. Avec un superbe jaspage aussi. J'avoue que sur le précédent, j'avais pas trop accroché sur le jaspage et tout. Mais là, une petite carte. Mais là, j'avoue que celui-ci, je le trouve magnifique. Il est vraiment très très beau. Je m'étais dit, bah voilà, vous voyez un petit peu l'objet livre, quoi. Il est superbe, il est superbe. La couverture, j'adore les personnages comme ça. Ça m'a toujours fichu les boules, là, ces personnages avec des masques comme ça. C'est ce que portaient les médecins qui luttaient contre la peste au siècle précédent. C'est voilà, très beau. Alors j'avoue que j'hésitais avec Bibliocoffre parce que c'est quand même assez cher et vous n'avez que le livre, vous n'avez pas le marque-page, vous n'avez rien. Alors on a une dédicace de l'auteur, mais en fait le dédicace de l'auteur, voilà, c'est un post-it avec l'écrit, voilà, la signature de l'auteur, c'est pas personnalisé. Donc je sais pas, j'hésitais, voilà, le premier j'étais pas encore abonnée, le deuxième je l'ai eu mais j'ai pas été très enjaillée
par la jaquette et par le jaspage. Alors maintenant que j'ai reçu celui-là, bah comment vous dire, voilà quoi, il est trop beau. Et sinon, l'histoire, je vais quand même vous parler de l'histoire. Donc c'est prévu, alors par contre je ne l'ai pas retrouvé dans les sorties, mais il va sortir, ah, puis je ne vous ai pas montré aussi l'autre côté, il est vraiment très beau. Par contre j'aimerais bien le lire pour savoir si je continue, si ça me plaît, mais... Bon, bref, vous connaissez, moi, et puis je vais plus dire pâle, d'ailleurs je vais dire EAL, mon Everest à lire, ça va être plus simple. Alors, nous sommes dans l'amertume et l'étendue de brume mortelle, les chimères rôdent. Clairvy domestique sur le gué de mort passe ses journées au service de Messeur Sénoc, un éminent alchimiste. Entre préparation du feu bleu et relevé du front brumeux, toutes les précautions sont bonnes pour se protéger de l'amertume. Juste avant la grande marée, les hommes du bastion découvrent l'existence d'un chiméron, un hybride mi-humain, mi-chimère. Les inquiétudes s'accroissent avec la montée des brumes. Quelles sont les véritables intentions de cette créature? Et Clairvy va évidemment se trouver des dons extraordinaires. Ça, je trouve que c'est un trope qui revient tout le temps. J'espère qu'on va pas s'en lasser, hein, parce que le truc comment, de la jeune fille, du jeune homme, de l'ado qui découvre des dons extraordinaires dans un monde où justement on déteste les gens qui ont des dons, qui ont de la magie ou de la sorcellerie en eux, ça fait beaucoup. Il y en avait beaucoup le mois dernier, je trouve que là aussi. Alors, par contre, ce qui me gave un petit peu, c'est que c'est un tome 1. Donc je suppose que si je veux, je sais pas combien de tomes il y aura en tout, mais je suppose que si je veux toute la série, il va falloir que je reste abonné à Bibliocoffre. Bon, bref, c'est pas grave. On verra en allant. En tout cas, il était très beau. Donc évidemment, je vais peut-être retarder un petit peu mon désabonnement à Bibliocoffre. On va voir. Je suis faible, je sais. Alors, celui-ci, quand j'ai vu le titre, je me suis dit... Allez, wishlist, c'est Lady Orgueil et Mister Préjugé. Alors, c'est de Bianca Marco Nero, je vais y arriver. Voilà, vous savez que j'adore Jane Austen et je ne suis pas une puriste, donc ça ne me dérange pas qu'il y ait des réécritures ou que ça se passe dans le monde de Jane Austen ou de ses œuvres. J'adore, donc je me suis dit, celui-là, voilà, on va être à notre époque. Hein, on va retrouver, je pense, voilà, l'histoire un peu de Darcy et Elizabeth Bennet. Et j'étais super contente quand j'ai vu que c'était les éditions Château d'Âme, avec qui je suis partenaire cette année, qui édite ce roman, parce que du coup, normalement, je vais le recevoir en service presse, donc double joie, hein, double danse de la joie. Voilà, j'ai hâte, j'adore le monde de Jane Austen, de toute façon, j'adore ça, et bon, évidemment... Pour moi, personne n'a réussi à égaler la plume de Jane Austen. Mais j'adore, voilà, j'ai lu tous ses romans. Il y en a que j'ai lu plusieurs fois. Malheureusement, elle n'en a pas écrit énormément. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver dans son univers. Donc, ça va être que du bonheur de lire à nouveau un roman qui se passe dans son univers. Alors, celui-ci sort chez Charleston. Mais j'avoue, ça sort un petit peu de ce qu'ils font d'habitude. C'est Il était un loup, entré dans les bois si vous l'osez. C'est de A.K. Benedict, ça sort le 13 juin, alors ça a l'air très, très spécial, je pense qu'on va être à notre époque, on est dans une forêt du Hampshire et une célèbre autrice de polar, Cathy, va être kidnappée, et celui qui l'a kidnappée lui impose un choix incroyable. Alors c'est là que ça m'a intéressée, c'est-à-dire qu'elle doit écrire des crimes inspirés de contes de fées, déjà j'adore, ces récits et des récits qui vont prendre vie et qui entraîneront la mort de véritables personnes. Ou c'est elle qui mourra si elle n'écrit pas ces récits. Voilà, vous comprenez, hein. Réécriture de contes, très sombre, avec, voilà, je pense qu'il y a du fantastique, puisque apparemment, c'est, voilà, les contes qu'elle va écrire, les personnages vont prendre vie. Je ne sais pas trop vers où encore ça va aller, mais il me tente à mort celui-là. Charleston, c'est pas trop la maison d'édition vers laquelle j'étais, mais là celui-là, pour moi, il change aussi. Alors, je sais qu'il y a des maisons d'édition, ils en ont parlé, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, ou si vous avez vu passer le sondage sur vos habitudes de lecteur de polar. Ils avaient fait ça avec les lecteurs de romance. Là, ils ont fait ça pour le polar et ils ont fait un bilan avec des gens qui venaient de maisons d'édition. Et bon, il y a aussi des maisons d'édition dans le public. Je l'ai trouvé sur YouTube, hein. Vous tapez Babelio, vous allez avoir la liste des vidéos qu'ils proposent. C'est très intéressant et apparemment il y a plusieurs maisons d'édition qui vont se lancer sur le marché de la lecture d'épouvante et d'horreur. Bon, je pense que ça fait vendre. Là, à mon avis, on est dans quelque chose de sombre et de fantastique, donc on en est quand même pas loin. Bon,
Voilà, comment résister? Moi, je vois réécriture de contes avec voilà, des personnages qui vont prendre vie, une jeune femme qu'on oblige à écrire ses contes. C'est tout pour me plaire, quoi. J'adore. Alors celui-ci, je pense que je vais devoir vous lire le résumé parce que c'est un peu complexe. C'est dans une maison, édité dans une maison d'édition que je ne connais pas. Ah si, non, je dis une bêtise. C'est parce que c'est marqué PDM Collection. En fait, c'est les éditions Plume de Marmotte. Je les vois passer de temps en temps sur Bookstagram. Par contre, je ne savais pas qu'ils faisaient dans la SF. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. C'est Homéostasie de Alice Mazzoni. Ça sortira le 13 juin. Alors, tous les 10 ans, la colonie, une communauté pérenne et harmonieuse, prônant la bienveillance et la bienséance, célèbre l'éclosion de ses nouveaux membres. Parmi eux, le matricule 2411, jeune femme sans passé ni souvenir, peine à s'adapter à ce monde aseptisé. Sera-t-elle capable de déjouer la surveillance de Flora, une intelligence artificielle à laquelle aucun détail n'échappe? À qui pourra-t-elle se fier pour gagner sa liberté? Et si vous naissiez dans un monde aseptisé dans lequel les relations seraient proscrites et les contacts physiques un délit, où santé, sport et bienveillance à outrance, c'est quoi, primerait sur vos besoins individuels, un monde sous l'égide d'une intelligence artificielle dans lequel vous n'auriez ni passé ni souvenir. Bienvenue à la colonie. Bon, j'avoue que c'est très tentant. Oui, c'est noté dystopie. Je ne sais pas pourquoi Plume de Marmotte, pour moi, c'est plutôt des romances, mais je me trompe peut-être complètement. Je sais que je les ai déjà vus passer sur Bookstagram. Mais voilà, il va falloir que j'aille faire un petit tour sur leur compte, je pense, pour en savoir un petit peu plus sur ce roman qui a l'air pas mal du tout. Le 16 juin sortira aux éditions Céleste, qui ont l'air de proposer des romans très intéressants aussi. Les Hors-la-loi de l'eau de S.L. Wang. Alors c'est pareil, on est dans un monde imaginaire, alors je pense avec des vibes asiatiques, parce que dans le Yang-Yuku, pardon, on enfreint la loi pour mieux se l'approprier. On va suivre Ling Chong, qui est une femme, mais qui est aussi et avant tout un maître d'armes, instructeur qui est chevronné, qui forme les soldats de l'empereur à l'épée, la matraque, la hache de guerre. Bon bref, elle les forme à se battre. Contrairement à certains de ses amis qui remettent en cause la hiérarchie impériale, qui remettent en cause la société et les lois, elle a plutôt tendance à, voilà, à baisser la tête, à obéir aveuglément à ses lois et à faire son travail jusqu'au jour où elle va être apparemment un homme puissant. Je ne sais pas ce qu'il va lui faire exactement, mais elle va en ressortir déchue, marquée au fer comme criminelle et poursuivie par un maréchal prêt à tout pour l'avoir morte. Du coup, elle va être recueillie par des bandits et puis là, évidemment, elle va s'intégrer parmi ces hors-la-loi. Je pense qu'on va être aussi peut-être dans une histoire de vengeance parce que voilà, elle a toujours respecté les lois et est-ce que c'est parce que c'est une femme que cet homme s'en prend à elle? Je pense que oui. Voilà, donc je pense que ça doit déplaire un peu une femme maître d'armes. Voilà, donc il y a une terrible injustice là-dedans quand même. Ça n'a pas l'air mal. Les éditions Céleste, je n'ai pas lu de roman de chez eux, je ne sais pas si j'en ai de chez eux. Je confondais avec une autre maison d'édition où ils faisaient surtout de la romantaisie avec pas mal de scènes de smut, mais je pense que Céleste, non, on n'est pas dans cette vibe-là, ce qui pourrait être intéressant. Donc c'est pareil, je vais voir un petit peu les sorties. De toute façon, bon, c'est pas pour tout de suite, c'est pour le 16 juin. Le 18 juin sortira aux éditions Eldercraft La Voix des Immortels de Georges Biot. Je vais vous lire le petit pitch. Enfin, c'est le personnage principal qui parle. Je suis née il y a 200 ans dans un empire au sommet de sa gloire. Je l'ai aidé à s'étendre, j'ai été témoin de ses derniers jours et du chaos qui lui a succédé. J'ai vu la paix partir en lambeaux alors que les mensonges du culte faisaient de nous des parias. On va suivre pardon, Lanning, qui serait peut-être le dernier à connaître la vérité sur ce qui s'est passé autrefois et notamment sur les nécromanciens. C'est un truc qui revient beaucoup aussi, les nécromanciens en ce moment. Voilà, donc évidemment il est haï et pourchassé. Il va raconter son histoire, alors je ne sais pas si ça va aller plus loin. C'est pas noté tome 1, tome 2, donc je pense que c'est un one-shot à voir. Alors je suis en partenariat avec Eldercraft, mais ils ne pensent pas toujours à envoyer les livres, donc il faut redemander. Donc je vais voir, bon, de toute façon c'est pas tout de suite, ça sort le 18 juin, mais on va être dans une fantaisie qui a l'air assez épique, avec quête initiatique. Bon, c'est vrai que c'est un peu aussi vu et revu, mais après il faut voir comment c'est traité. Bon, j'avoue qu'en tout cas, j'essaierai. J'aime bien ce que propose aussi Eldercraft, donc je verrai si je peux le demander en service presse, et puis sinon bah, je le mettrai dans ma wishlist et je verrai pour l'acheter plus tard.
Celui-ci, je vous en ai parlé il y a, il y a quelques temps, c'est donc Des Profonds qui, pour le coup, sortira le 18 juin, je crois. Donc là, voilà, moi j'ai les premières pages en fait. Voilà, j'ai demain C'est Carnage, ce soir c'est Carnage, pardon, et là j'ai Des Profonds. Voilà, donc j'ai les débuts, ça a l'air pas mal non plus. Alors ça sort quand? Je vous dis, je crois que c'est le 18 juin. C'est marqué le 4 juin. Ah, je pensais que c'était le... Tu vois, ça c'est bizarre. Je pensais que c'était plus tard. Parce que sur ce que j'avais vu, je crois que c'était noté le 18 juin. Bon, je sais pas trop. Donc là, on va suivre 3 lycéens qui, suite à une alerte météo, sont obligés de trouver refuge au sein d'un barrage de montagne. Environnés par de gigantesques masses d'eau et des tonnes de béton, ils sont la proie de phénomènes paranormaux. Les profonds se réveillent. Voilà, donc on va être dans un espèce de huis clos puisqu'on est dans un barrage qui est quand même fermé. Et c'est de Élie Darko. Donc je lirai les premières pages aussi puisque voilà, j'ai les premières pages avec ce roman. Et puis si ça me plaît, je pense que j'irai aussi, je me renseignerai un petit peu. Voilà. En tout cas, j'ai très envie de découvrir la collection Épouvante de Actes Sud de jeunesse, donc je vous ferai des retours dessus. Alors, le 19 juin va sortir chez Cotoon le tome 7 de Seul la mort attend la vilaine de Guiol. Non, c'est Siol, pardon, l'autrice. Bon, si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai acheté les premiers tomes. Je ne les ai pas encore lus parce que j'ai d'autres livres que j'ai empruntés que je dois lire. J'ai des SP et je voulais attendre que ce soit bien avancé dans la série pour quand même voir. Alors j'avais lu les premières pages quand même, ça doit être sur Dailytoon, hein, parce que je ne me suis pas lancée là-dedans non plus sans me dire est-ce que ça va me plaire, pas me plaire. Ça a l'air pas... Voilà, en tout cas les premières pages m'ont énormément plu, les dessins aussi. On va être encore une fois dans un isekai, c'est-à-dire qu'on suit une jeune fille qui vit à notre époque et qui va se retrouver projetée soit dans son roman préféré, soit dans un jeu vidéo, et c'est le cas de l'héroïne ici, et elle se retrouve dans la peau de l'antagoniste, donc qui est amenée à mourir très rapidement. Ne sachant pas trop si ce jeu est réel ou pas, si elle peut mourir ou pas, elle va tout faire pour essayer de s'en sortir, notamment en ayant plus de points. Voilà, donc il va y avoir, je pense, plusieurs relations amoureuses, des triangles amoureux très certainement. J'aime beaucoup en plus les graphiques, j'adore les dessins de manga. Enfin là, c'est pas un manga, c'est un webtoon, donc je sais pas si c'est coréen ou souvent c'est coréen ou chinois. Alors le seul problème, c'est que pour l'instant, il est annoncé qu'en collector, donc à 24,99 €. Alors moi, j'avais déjà acheté, je sais plus quel tome en collector, il était très beau, hein. Il y avait, alors le webtoon en lui-même, enfin le livre en lui-même était le même hein, qu'en brochet. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait plein de goodies à côté. Vous aviez des photos des personnages, mais surtout vous aviez du papier à lettres, des enveloppes, vous aviez de la cire et un cachet de cire. Ça m'intéressait. Là, il n'y a pas ce cachet de cire, il n'y a pas les mêmes choses. Et bon, je sais plus si, je me demande si c'est pas le tome 5 qui était sorti en relié collector. Je vais pas m'amuser à chaque fois à les acheter en collector, dit-elle, alors que si ça se trouve, elle va se précipiter dessus quand elle va le voir en librairie. Je ne sais pas trop, je vais essayer de résister parce que, bon, ça commence à faire beaucoup, quoi, tous ces collectors, parce qu'à la base, ils coûtent dans les 14,95 €, je pense, des webtoons comme ça. Là, voilà, on arrive à 24,99 €. Encore que je me demande si le premier collector n'était pas à 30 €. Je ne sais plus, je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, il est entre 25 et 30 €. Voilà, vous avez un beau coffret, vous avez... Bon, je sais pas. Franchement, je vais attendre. Faut peut-être que j'évite d'aller en librairie aux alentours du 19 juin pour pas le voir. À partir du 19 juin, je ne vais plus en librairie. Mais voilà, je vais essayer de résister, mais en tout cas, je vais continuer la collection. J'espère qu'ils vont sortir le brochet après. Je ne sais plus si sur celui qu'ils ont sorti en collector, s'ils l'ont sorti en brochet après. J'avoue que je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, je vais continuer à suivre ça, mais je pense qu'il y aura peut-être moyen de le trouver en normal, quoi, en édition normale, parce que bon, à chaque fois, ça fait toujours ça de plus et ça commence à faire beaucoup. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, le collector, lui, sortira le 19 juin. Et si jamais j'ai une autre date pour le brochet lambda, bah, je vous redonnerai la date. Et on arrive au petit dernier qui sort, que j'ai sélectionné, hein, encore une fois, j'ai pas tout mis. Donc il sortira le 25 juin, c'est le tome 3 des Jumeaux Croche-Mort aux éditions Flammarion de Cassandra O'Donnell. J'ai toujours le tome 1 dans ma palle que je n'ai pas lu. Donc c'est pareil, je vais attendre d'avoir lu le tome 1 pour voir si ça me plaît. Alors on est voilà, plutôt dans du young adulte.
On va suivre des jumeaux, un garçon et une fille, qui sont orphelins et qui sont appelés, je ne sais plus, par un de leurs oncles ou de leur grand-père pour aller habiter avec eux dans un manoir assez mystérieux. Bon, vous connaissez mon amour des manoirs mystérieux, voilà, de l'atmosphère gothique. Je trouve qu'avec les jumeaux Croche-Mort, quand on voit la couverture, je trouve qu'on est en plein dedans. Donc c'est pour ça que j'y suis allée. Après, bon, c'est du young adulte, mais moi j'aime bien aussi le young adulte, j'aime bien en lire. Et en tout cas, je ne vais pas me précipiter. Je vais attendre de lire le tome 1. Et voilà, si vous suivez cette série, sachez que le tome 3 sort là, fin juin. Voilà, c'en est fini de cette vidéo qui sera pas tellement plus courte que les autres que je vous ai faites en fait parce que je papote, même s'il y avait moins de livres à présenter. Alors n'hésitez pas à me dire voilà, en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent dans ce que je vous ai montré, si vous en avez d'autres que vous avez repérés. Alors j'ai pas tout mis, j'ai pas mis forcément les suites de livres que je n'ai pas dans ma page, si j'ai pas le tome 1, j'ai pas mis trop de romantaisie parce que c'est un genre qui m'attire de moins en moins. Voilà, puis essayer un petit peu voilà, de restreindre un petit peu les choses parce que sinon ça fait beaucoup. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez repéré d'autres sorties ou celles qui vous intéressent pour ce mois de juin qui arrive. N'hésitez pas non plus à laisser un petit emoji. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait aux dernières vidéos que j'ai faites. Un reading vlog et puis une vidéo de recommandation. Voilà, ça a bien marché. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir été là parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est pas facile. C'est pas facile de trouver du temps pour faire des vidéos et ça fait plaisir. Voilà, encore une fois, je suis pas une grosse chaîne. Mais voilà, je sens bien par vos commentaires, vos messages que vous m'envoyez, que vous êtes quand même là, que vous êtes présent. Et ça fait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit emoji, mettez un emoji livre ou pile de livres, puisque voilà, on est dans les sorties et il y a beaucoup de livres. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est histoire de donner de la visibilité à la chaîne tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner, voilà, pour encore une fois faire vivre la chaîne. Et puis, je vous attends en commentaire pour qu'on puisse discuter un peu de toutes ces sorties. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!